Bonjour et merci de nous rejoindre aujourd'hui dans cette table ronde en direct autour de la Digital Workplace qui est organisée dans le cadre du salon également Digital Workplace, nous en reparlerons, qui se tiendra en septembre. Merci à nos trois témoins de nous avoir rejoints aujourd'hui. Vous allez le voir, un plateau un peu exceptionnel aujourd'hui puisqu'on a une très grande qualité d'intervention. Bon, je ne vais pas l'anticiper, mais vous le verrez tout à l'heure au travers des expériences qui vont vous être relatées autour d'un sujet qui est quel Digital Workplace dans un environnement de travail hybride, comment repenser votre stratégie. Bien, nos trois invités, je vais vous les présenter de la gauche vers la droite. Donc, en commençant par Marie-Laure Tsimba-Dima. Vous êtes directrice de l'Académie de la communication interne aux Galeries Lafayette. À vos côtés, Anthony Yeh, qui est Chief Digital Officer, donc direction transformation digitale de l'ESCP Business School, et qui est membre d'ailleurs de son comité exécutif. Et on va juste le rappeler, c'est la plus ancienne école au monde, hein, donc, qui se modernise, vous allez nous en parler tout à l'heure. Et puis également, Mohamed Benkodja, vous êtes leader et pilote du programme Design Your Own Digital Experience. Alors je suis désolé pour mon accent anglais, mais bon. Vous êtes pourtant une entreprise française, hein, puisque vous êtes à la direction digitale et de la performance corporate d'Engie. Donc vous le voyez, trois invités exceptionnels qui vont nous relater leurs expériences dans trois domaines qui sont le retail, l'enseignement et l'industrie. Là, on doit toucher un petit peu tous les domaines, il y en a bien d'autres, mais des domaines importants. Et donc, nous allons partager de très belles expériences ensemble. Allez, alors avant de lancer donc, le débat, on va juste rappeler quand même que nous sommes dans une période un peu particulière, cela ne vous a pas échappé, une période dans laquelle s'est multiplié le télétravail, qui a nécessité aux entreprises d'adapter leurs outils et de revoir leurs usages et les façons de travailler avec leurs équipes et leurs collaborateurs. Donc tout cela amène aujourd'hui à un certain nombre de changements qui vont, j'imagine, se prolonger et nous allons l'évoquer ensemble, et puis également des difficultés que vous avez peut-être pu rencontrer également pour faire adopter ces nouveaux usages et ces nouveaux outils. Donc tout cela, on va l'évoquer pendant 3 quarts d'heure, et ensuite on s'accordera 10 à 15 minutes. Ça dépend, s'ils sont très bavards, ce sera 10 minutes. Sinon, ce sera 15 minutes, mais je pense que ce sera 10 minutes à des jeux de questions-réponses. Donc, vous avez la possibilité, quand vous êtes sur votre écran, vous avez en bas à droite un petit bouton, vous appuyez dessus et vous pouvez poser vos questions. Vous posez vos questions en direct, elles sont réunies chez nous et on les posera à nos invités à l'issue de notre table ronde. Voilà, merci. Eh bien, je vous propose qu'on lance la première session, donc la première partie de notre table ronde. Alors je vous propose, vous avez vu la question, hein, donc on va faire un point sur l'avant, je dirais l'avant-crise, entre guillemets, et on va voir si déjà, je crois que c'est le cas pour un certain nombre d'entre vous, vous étiez déjà engagés dans un certain nombre de process de transformation, mais on va pouvoir l'évoquer, ce qui va permettre en même temps donc, que vous présentiez votre entreprise, vous nous expliquiez un petit peu la situation dans laquelle vous vous trouvez, et vous, puisque vous acquiescez Marie-Laure, c'est pour vous. Allez, on commence avec vous. Je démarre. Voilà, les Galeries Lafayette, une vieille dame, mais connue également pour sa transformation. Donc expliquez-nous. Effectivement, les Galeries Lafayette sont engagés dans un grand chantier de transformation depuis très longtemps, comme vous le dites si bien. C'est une vieille dame, mais c'est aussi une jeune fille. On est côté cœur d'activité, côté retail, évidemment sur des gros chantiers de digitalisation, notre site marchand, e-commerce, des enjeux autour de l'omnicanal. Et donc pour accompagner toute cette transformation, il faut aussi moderniser nos pratiques internes, nos outils de travail, je dirais, bureautique, RH, voilà, pour accompagner cette transformation digitale côté retail. Donc, quelque part, la chance qu'on a eue par rapport à cette crise Covid, c'est qu'on était dans cette phase d'accélération de notre transformation. Je dirais qu'il y a eu une époque peut-être où traditionnellement les entreprises et retail n'étaient pas les mieux dotées sur les outils bureautiques et internes. On investit surtout sur ce qui est front office. Et c'est vrai que c'était en train de changer. Et donc en 2019, on était en pleine transformation, à la fois, je dirais, sur côté com interne, côté communication, donc sur la partie que je gère en lançant une nouvelle Digital Workplace.
Et puis côté DSI aussi, avec une migration sur G Suite pour, disons, accompagner les usages collaboratifs. Donc on a lancé les 2 chantiers en même temps. Ça n'a pas été évident, c'était une grosse transformation, je dirais, pour les équipes de lancer ces 2 chantiers en parallèle. Mais c'est vrai que ça a été une opportunité, je pense qu'on y reviendra tout à l'heure, donc je ne poursuis pas trop, mais ça a été l'opportunité pour nous, pré-crise, d'engager cette transformation. Donc ça a été aussi un gros chantier, je pense, au niveau IT. Alors moi j'y suis un peu plus de loin, mais c'est vrai qu'il y a eu une énorme transformation et qui est encore actuellement en cours, parce que l'adoption, en fait, c'est un chantier de long cours qu'on est en train d'accompagner. Donc chantier com et chantier, je dirais, collaboratif New Way of Working. Tout à fait. Voilà. Alors, côté DSI, on a Anthony qui est au cœur du sujet, puisque Anthony, vous êtes en même temps le responsable de la DSI de votre structure. Alors le SCP, j'imagine, avait déjà des réflexions en la matière. Comment ça s'est passé au moment où l'événement est arrivé, finalement, la pandémie? Oui, tout à fait. Alors, pour remettre dans le contexte, SCP Business School, c'est 6 campus en Europe, donc il y a une dimension européenne et multiculturelle forte. C'est aussi 7000 étudiants en formation initiale et 5000 en formation continue. On a à peu près 300 collaborateurs, donc on a un panel de communautés assez large pour on va dire, le sujet de la Digital Workplace. Mais on était depuis fin 2018 en fait, dans le lancement d'un grand plan de transformation Figital. Donc Figital, j'insiste, puisqu'on parle d'hybridation, on est vraiment dans l'hybridation, c'est-à-dire à la fois mixer le distanciel et le présentiel. Donc on adresse en fait dans ce plan de transformation une vraie révolution en termes de processus et d'organisation, mais également on adresse différentes communautés, comme je l'ai indiqué. À la fois, on a nos étudiants, il fallait assurer absolument une continuité pédagogique, et puis donc à distance, quand il y a eu le confinement total notamment, et puis ensuite il fallait pouvoir accueillir ces étudiants dans la workplace sur site, quand les jauges ont été remontées par le ministère, donc 50%, 20%. Donc, il a fallu être agile en fait dans cette logique-là. Et puis bien sûr, c'est tous les collaborateurs qui sont passés en distanciel, donc en télétravail, on pourrait dire forcé. Donc dans cette logique-là, il a fallu s'adapter, notamment avec une legacy assez importante au niveau de l'IT qu'on était en train de refaire, mais qui n'était pas encore terminée. Donc il y a un certain nombre d'enjeux, et comme je dis, il y a des enjeux à la fois technologiques, mais surtout il y a des enjeux d'humain, d'accompagnement du changement. Et c'est vrai qu'on a, pour cela, focalisé sur un plan de transformation qui s'appuie sur une quarantaine de projets, refonte complète, et notamment sur ce qu'on pourrait appeler le passage des systèmes VPN, c'est-à-dire accessibles à distance, à des systèmes vraiment full web, de type justement plus collaboratif, plus digital workplace. Et ça, c'est vraiment un des enjeux importants, notamment dans la conduite de changement. Alors, on va se tourner vers vous, Mohamed, avec Engie. Alors là, un grand groupe industriel qui a une réelle diversité, à la fois géographique, métier, projet, etc. Où en était Engie au moment où la crise nous est tombée dessus? Alors on était sur la bonne route, c'est la bonne nouvelle parce que pour le coup il a fallu réagir très très vite et c'est ce qu'on a réussi à faire, on le dit avec beaucoup de recul aujourd'hui parce qu'il y a eu pas mal d'études tout au long du confinement et de la crise sanitaire. Mais l'objectif principal pour nous c'était à la fois de maintenir toutes les activités des collaborateurs, de sorte à les rendre disponibles et de maintenir le lien avec leurs collègues, que ce soit à distance ou en physique, parce qu'on ne savait pas trop où on allait. À partir du 17 mars, on pensait qu'on allait rester confiné 3 semaines et au final ça a duré 1 an et demi. On est encore dedans, donc pour le coup c'était aussi cet objectif de pouvoir, j'insiste sur le mot, agile et de pouvoir s'adapter en fait à la situation, mais surtout de surfer sur cette vague de digitalisation et de transformation accélérée, de sorte à rendre les collaborateurs plus performants. Et c'est là qu'on réussit à mettre en fait un socle d'applications qui leur permettent d'une part
de maintenir leurs activités, de sorte à écrire des mails, coéditer des documents, faire des calls, des réunions, etc. Je pense que c'est un petit peu la nouvelle tendance aujourd'hui. Mais l'objectif principal pour nous, c'était de mesurer aussi cet impact et voir comment on pouvait imaginer la workplace de demain et comment on pouvait imaginer ce modèle hybride. Tout à fait. Juste une question, Anthony. On arrive en période de crise, donc on va l'évoquer ensuite, comment vous avez réagi. Mais la gestion de crise, ça s'anticipe, ça, normalement? Vous-même, c'était programmé, anticipé, ou ça vous est tombé dessus Alors, on pourrait dire qu'on était dans une certaine continuité, un peu comme ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'on était déjà dans le lancement et dans un certain nombre de prototypages qui avaient été faits. On était aussi dans la logique de mise en place de nouveaux process, et à chaque fois qu'on lance un projet, on a de toute façon une gestion de risque, puisque ça fait partie pour nous de la conduite de changement. Et on a différents piliers dans la conduite de changement qui sont assez classiques, qu'on connaît, la formation, la communication, mais nous on insiste vraiment sur la gestion de risque pour chaque projet. Donc c'était important vraiment de faire par exemple ce qu'on appelle en termes de méthodologie des SWOT, de regarder les forces et les faiblesses à chaque fois, et de pouvoir donc du coup réagir très rapidement sur les sujets. Après, c'est pas uniquement une organisation, c'est toute une chaîne de valeur qui se met en place pour pouvoir produire le résultat escompté. Et il ne faut pas confondre, et ça c'est un des sujets aussi, il ne faut pas confondre agilité et urgence. Souvent les gens confondent ce sujet-là, et l'agilité, ça repose quand même sur de la co-construction. Et donc il faut aussi que l'utilisateur soit bien associé dès le départ en fait, à ce changement. Mais là, c'est vrai qu'on se retrouve dans une logique assez paradoxale, puisque à la fois on constatera, on en parlera peut-être tout à l'heure, que dans les projets, on a perdu peut-être 6 mois, on a glissé de 6 mois parce que justement, passer de sujets agiles sur site à des sujets agiles à distance, c'est pas si simple que ça n'y paraît. Et puis ensuite, le deuxième sujet, c'est par contre, qui est paradoxal, ça nous a fait gagner 5 à 6 ans en termes de transformation, puisqu'il a fallu très rapidement justement adhérer et aller vers ces nouvelles approches d'organisation. Tout à fait. Marie-Laure, une accélération également pour vous? Oui, complètement. Complètement. Comme je l'ai dit, on était contents au moment de la crise parce qu'on était prêts, les outils étaient là, mais l'adoption venait à peine de la démarrer. On était encore dans cette phase d'appropriation. Et c'est vrai que la crise a finalement représenté une opportunité pour nous. Je pense qu'il aurait fallu investir des heures et des heures de formation pour réaliser ce qu'on a pu faire en quelques semaines. On s'est rendu compte finalement aussi qu'on était encore plus agile et puis collaboratif qu'on ne l'aurait imaginé. La particularité d'une entreprise comme les Galeries Lafayette, c'est que nous avons une partie de notre population qui est siège, fonction support, en magasin aussi qui est connecté, mais on a le gros de nos effectifs qui n'est pas connecté aujourd'hui, qui n'a pas un PC professionnel, une adresse mail. Donc c'est vrai que la mise en place à la fois de notre Digital Workplace, le MAPS ou de la G Suite a fait qu'on s'est retrouvé avec aussi des populations qui avaient accès à l'ensemble de ces outils qui sont donc en mode SaaS et qui sont aussi accessibles sur des outils pro ou perso. Et ça a été vraiment la grosse transformation. Et on s'est rendu compte que spontanément, les gens, quand il y a eu un moment cette coupure, on s'est retrouvés tous chez nous, ont pu s'y connecter sans qu'on ait à faire beaucoup de tutos, d'accompagnement, parce que quand on a besoin d'aller chercher l'information, on la trouve. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte, par exemple aussi, un chiffre important, quand on a lancé la plateforme, on avait un usage mobile qui était assez faible. Et pendant le premier confinement, tout d'un coup, on s'est retrouvé avec 40% des utilisateurs qui sont passés au mobile parce que j'étais à la maison. C'était plus facile pour moi de me connecter au mobile parce que je suis un collaborateur magasin. J'ai pas forcément l'habitude de me connecter sur mon PC. Et mon téléphone, il est avec moi tout le temps. Donc, les gens se sont connectés très, très rapidement là-dessus. Après, il y a eu un deuxième, un troisième confinement. Pour le coup, je dirais que là-dessus, autant le premier était une opportunité, autant les deux autres
on recrée un petit peu la distance. Donc là, on a des enjeux à aller aussi reconquérir notre lectorat. Après, je dirais qu'on n'a pas fait que la digital workplace, on a fait aussi du SMS, du mail, on a multiplié les canaux pour rester en contact avec tous nos collaborateurs, mais c'est vrai qu'il y a eu une continuité d'activité, on a fait beaucoup de choses, des vidéos avec notre DG qu'on a fait sur Hangout, on a fait nos séminaires, enfin nos réunions management aussi en visio, tout s'est fait de manière très très fluide. Enfin, j'imagine comme vous, tout d'un coup, on s'est rendu compte que c'était simple. Le collaboratif était simple. On va y revenir. Mohamed, quand Anthony nous dit ne pas confondre agilité et précipitation, hein, pour résumer, et vous qui assurez l'accompagnement également, puisque c'est votre responsabilité en la matière, donc que ça vous fait réagir ? Ça me fait réagir parce qu'en effet, je pense qu'on a tous, de près ou de loin, fait face à la même situation. Donc on l'a vécu de la même manière. C'est ce qui fait aussi notre vision. Après, pour moi, il y a deux typologies de sujets. Il y a le sujet autour de l'infrastructure. Comme le disait Marie-Laure, on a un environnement qu'il a fallu très vite à réadapter, sécuriser l'environnement, parce que cette période-là a également beaucoup profité aux cyber-hackers qui sont... je laisse juste les participants aller taper cyberattaque pendant le confinement et on va voir le nombre nombre d'entreprises qui ont été hackées pendant ce moment-là. Et puis il y a le sujet autour de l'applicatif. Chaque entreprise a son propre environnement, chaque employé a ses propres habitudes, chaque environnement a un propre tenant. Il faut le sécuriser. Aujourd'hui, on joue sur des sujets aussi autour de l'écologie. Donc, l'accompagnement du changement, en fait, intervient dans toutes les phases de ce projet-là parce qu'il va être à proximité de l'humain. On part de l'humain pour délivrer à l'humain. Et c'est ce qui nous permet, en fait, d'appliquer une charte aujourd'hui qu'on appelle du change by design. Voilà. Alors, on va voir comment ça s'est passé. Allez, on passe à la deuxième partie. Alors, seconde partie, on l'a vu, on passe en télétravail. Comment ça s'est passé? Allez, qui veut... Mohamed, je vous ai vu réagir tout de suite. Allez, comment vous êtes adapté et comment ça s'est passé chez vous? Alors, on s'est très vite adapté, je l'ai dit au tout début, donc ça c'était un petit peu notre force avec mon équipe que je salue d'ailleurs. On a réussi à mettre en place un dispositif dès le 17 mars, tout simplement, dans lequel on crée une réunion. Je sais que j'ai entendu Hangout, mais nous on est plutôt sur Microsoft 365. Et on a créé une réunion Teams qui était ouverte à tous les collaborateurs du groupe et ils pouvaient venir se connecter à une telle heure pour exposer leurs problématiques. Donc ça c'est bien évidemment la première étape. Donc on suit un projet, on est toujours sur des phases de test and learn. Je vais justement repasser à vous parler aujourd'hui du dispositif qui a été transformé également. Donc on est sur 5 pôles. Le premier étant le déploiement des solutions applicatives. Donc on part à la recherche du use case auprès des métiers de sorte à les aider à concevoir les applications qui peuvent les rendre plus performantes. Le deuxième volet, j'en ai parlé, c'est la cybersécurité avec une charte aussi de security by design, mais également beaucoup de sensibilisation, de communication, etc. afin de sensibiliser le collaborateur en lui-même sur les risques de vulnérabilité, mais également sur les attaques qui avaient lieu en cours. Comme ça, on le mettait directement en phase avec le moment de l'attaque. Le troisième volet, c'est les new ways of working. Et à défaut du premier, on va plutôt adapter des solutions collaboratives comme Microsoft 365, Klaxoon, j'en passe et des meilleurs, et les mettre à disposition des métiers de sorte à ce qu'ils puissent designer eux-mêmes leur propre expérience digitale. Le quatrième volet qui joue sur l'écologie, avec une charte Green IT, mais également on invite le collaborateur à réduire son empreinte carbone. La stratégie globale du groupe Engie aujourd'hui, qui est justement d'avoir une neutralité au niveau du carbone. Et puis le cinquième qui est né justement pendant le confinement, et c'est ça notre réussite quelque part et notre satisfaction, c'est un programme de certification, parce que beaucoup de collaborateurs ont profité de cette période pour se former. L'idée c'était de valoriser ces heures de formation, de sorte à déjà les faire valoir au niveau de l'entreprise, mais également de les faire monter en compétence sur des nouveaux sujets. Et aujourd'hui, on compte un peu plus de 300 collaborateurs qui ont été certifiés en route vers les 500. Et le programme est juste né en mai 2021. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on a abordé justement cette question. Tout à fait. Anthony, alors vous, une grande école, plus d'étudiants. Les professeurs, j'imagine qu'en certains moments, on ne savait pas trop où ils étaient. Et vous, la DSI, condamnée à assurer le lien entre tout le monde. Oui, alors on a, vous avez mis le mot juste, hein, on a
tout à fait mis un point d'honneur à accompagner les professeurs. Et donc, on a organisé des dizaines de sessions d'accompagnement, donc soit en live, donc via, alors nous, on a différentes plateformes puisque c'est l'enseignement, donc on peut à la fois utiliser du Teams, mais on utilise aussi Blackboard, en fait, on peut utiliser aussi Gmeet, voilà, on avait différentes plateformes, notamment Zoom également. Et en fait, voilà, on a fait des dizaines de sessions d'accompagnement des professeurs pour travailler sur les bonnes pratiques en termes pour pouvoir mieux délivrer en fait les cours en ligne. Ça, c'était la première partie. Et puis pour la partie vraiment staff administratif, donc on a accéléré en fait le déploiement notamment des outils à distance, que ce soit même de l'ordinateur au mobile, de plus en plus. Donc ça s'est fait en 4 mois de temps, et surtout le point c'était de se préparer pour l'après premier confinement, et notamment la partie ce qu'on appelait l'hybrid learning en fait chez nous, donc pour pouvoir enseigner à la fois en présentiel et à distance. Et ça, c'était quelque chose qui n'était pas habituel jusqu'à présent, et donc on a fait ça, on va dire, entre le mois de mars, vers le 16 mars, et on a commencé jusqu'à cet été pour être prêt, surtout à la rentrée de septembre, puisqu'effectivement, on ne savait pas ce qui allait venir, et si on allait continuer à confiner, ou si on allait faire revenir les étudiants, et dans quelles conditions. Donc on s'est préparé à ça. Ça a très bien marché, puisque en 4 à 5 mois de temps, on a déployé plus de 150 salles hybrides de cours à travers l'Europe, dont une cinquantaine sur les campus parisiens. On a 2 campus parisiens, avec vraiment des systèmes. Alors, un point important en fait en termes de digital workplace, que ce soit pour les collaborateurs ou pour la pédagogie, c'est extrêmement important de travailler sur l'expérience utilisateur. Et dans la partie expérience utilisateur, c'est recréer des conditions, ce qu'on appelle sans couture, un peu comme dans le retail, c'est figital, c'est-à-dire le professeur, quand il doit faire son cours, il doit être le plus à l'aise possible dans la salle de classe, qu'elle soit à distance ou en présentiel. Donc on a mis en place des dispositifs justement très récents, on va dire très innovants, comme par exemple ce qu'on pourrait appeler le beamforming. Le beamforming, en fait, c'est une dalle qui capte le son spatial, ce qui fait que ça évite justement au professeur d'avoir un micro-cravate et de se perdre avec le micro-cravate. Il peut se déplacer librement dans la salle, et surtout on peut capter le son à la fois de l'étudiant de façon très nette, et à la fois le professeur aussi de façon très nette. Et ça, c'est important, parce que quand on est à distance, on est chez soi, on a besoin de se concentrer en termes d'étudiants, et ça, c'est vraiment un des points d'honneur qu'on a mis en termes d'expérience étudiant, d'essayer de rendre en fait la qualité et la continuité, donc du coup pédagogique, la plus fluide possible. Alors, on le voit, adoption de nouvelles technologies également. Marie-Laure, alors vous nous l'avez expliqué dans votre introduction, une autre problématique que vous avez rencontrée, c'est que dans le retail, une partie des gens ne sont pas du tout au contact avec les outils, l'informatique, le numérique. Oui, même si c'est de moins en moins vrai, quand même, puisque les technologies continuent à évoluer, à se déployer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, nos conseillers de vente aussi sont de plus en plus connectés, mais pas via desktop, mais via aussi le mobile. Donc c'est moins vrai. Mais c'est vrai qu'il y a tous ces usages aussi accompagnés. Et donc, il faut être assez agile. En écoutant j'allais dire mes collègues, mais aussi vos collègues de la DSI, ça m'a fait penser effectivement notamment sur la formation. Ça a été une vraie opportunité. Ça nous a permis de tester des nouveaux formats qu'on n'avait pas jusqu'ici. Je pense comme beaucoup d'entreprises, et puis même comme organisme de formation, on a pu se lancer très vite aussi sur tout ce qui est webinar et visio. Et c'est vrai que nous, on est un réseau retail. C'est un de nos enjeux aussi, je dirais, de notre transformation digitale, c'est de rendre accessible l'information et la formation aussi au-delà de notre siège et de nos magasins parisiens en province. Et c'est vrai que ça nous a permis de lancer ce format, je dirais, de manière un peu opportuniste au début, pour accompagner notamment
toutes les formations qu'on a eu à mettre en place autour de l'accueil des salariés, des clients, pardon, mais aussi des salariés au niveau des sièges. Toutes les formations prévention Covid, on a pu aussi les déployer grâce à nos outils digitaux, que ce soit notre LMS, les outils de visioconférence, la plateforme de digital interne. On a pu déployer l'ensemble de nos outils et toucher tous les niveaux jusqu'aux équipes magasins. Donc c'est vrai que je dirais que ça nous permet aussi, grâce à ces nouveaux outils, d'aller au plus près des collaborateurs qui sont eux-mêmes au contact des clients. Donc là, les outils digitaux se déploient et on est en train d'installer aussi l'ensemble de nos outils sur nos smartphones de vente pour que ce soit accessible aussi à nos équipes magasins, que ce soit un outil d'aide à la vente, mais aussi de formation et d'accès, enfin voilà, que ce soit une palette complète pour le collaborateur des équipes de vente, cet outil digital qui devient voilà, un outil très important de leur quotidien de travail. Tout à fait. Mohamed évoquait tout à l'heure l'accès à des formations certifiantes. Vous-même aussi, vous proposez des formations certifiantes? Aujourd'hui, elles ne sont pas certifiantes. Alors c'est une idée. C'est ça qui est. Il faudrait qu'on en discute, Mohamed. C'est pas certifiant. Après, on a différents degrés. Il y a certaines formations aussi qui sont facultatives, d'autres qu'on propose à nos collaborateurs. On a profité, par exemple, aussi pour lancer pendant le confinement des formations langues sur application mobile. C'était quelque chose qui était nouveau jusqu'ici. On avait plutôt des formations métiers et donc là on va aussi de plus en plus sur des formations personnalisées en fonction des besoins des collaborateurs qui sont très divers en fonction si vous êtes sur des métiers sièges, projets, si vous êtes sur des métiers magasins. Donc voilà, on déploie à peu près la palette. Donc je me note l'idée de la certification aussi sur ces sujets, c'est intéressant pour la suite. Tout à fait, on a bien fait de se rencontrer. Exactement. Allez. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez cliquer sur le petit bouton en bas à droite. Vous avez la possibilité de poser des questions et on reviendra à la fin de cette table ronde pour répondre. On essaiera de répondre à l'ensemble de vos questions. Je ne doute pas qu'ils vont arriver. Alors, on va passer à la troisième partie maintenant. Merci. On enchaîne donc après. Où est-ce qu'on en est ? Alors, la crise, on est encore dedans, bien sûr. Je pense que ce n'est pas la peine de dire tout de suite qu'on en est sorti. On en est encore loin, probablement. Malgré tout, il y a eu un certain nombre de changements, vous l'avez évoqué. Ça fait 1 an et demi que vous y travaillez. Aujourd'hui, où en êtes-vous ? Quel a été l'impact de cette crise et de vos transformations sur les outils de travail ? Qui est-ce qui veut commencer ? Allez, Anthony. On en est en fait à 2 phases supplémentaires. La première phase, c'est le retour d'expérience. On pourrait dire intermédiaire, ça c'est extrêmement important pour justement qu'on puisse encore améliorer de façon continue l'expérience utilisateur. Et puis enclencher ce qu'on pourrait appeler la phase 2, justement, c'est-à-dire le plan d'action qui va découler de ces points d'amélioration. Et donc dans ce cadre-là, il y a du positif et puis il y a des points améliorés. Et donc dans les points améliorés, on a vu, si par exemple dans notre cas, dans la salle de cours, avoir beaucoup plus de retours d'écran au niveau du professeur pour voir ce qui se passe à distance. Ça c'est un des points d'amélioration. On a aussi des points d'amélioration qui sont demandés sur les outils collaboratifs, ne serait-ce qu'en termes de formation, en tout cas renforcer la formation, puisque pareil, on va être dans des cycles où l'utilisateur va être plus ou moins disponible. Donc là, il faut qu'on s'aligne beaucoup plus, on va dire, sur les agendas de disponibilité des différentes communautés. Et puis, on va être aussi sur des moments où on est en train de préparer les budgets. Donc pour l'année prochaine, donc préparer les budgets, c'est aussi prévoir les investissements qui correspondent à ces améliorations et notamment les investissements en termes que ce soit de ressources ou de nouvelles pratiques en termes d'organisation. Un des bilans qu'on a fait, c'est qu'on a quand même revu plus de 150 process dans le cadre de cette crise. Donc ça a forcé un peu l'organisation à bouger et à s'améliorer. Donc on va dire on est rentré dans un cercle vertueux. Ça c'est un point extrêmement intéressant pour l'organisation. Et puis aussi ça nous a permis
d'accélérer certains remplacements d'anciens systèmes, ce qu'on appelle la legacy, beaucoup plus rapidement, puisqu'on avait plutôt un plan sur plusieurs années qu'on a compressé et sur quelques mois. Voilà, donc là, il va falloir aussi, c'est aussi le bilan de se dire, il va falloir aussi redétendre un peu, j'allais dire, l'organisation, puisqu'il y a eu un fort investissement des équipes, à la fois de la direction de la transformation digitale, mais aussi des équipes métiers, qui se sont vraiment investies pendant cette crise-là. Et je pense que tout le monde aura bien mérité un peu de vacances aussi entre deux, pour mieux repartir justement à la rentrée sur ces sujets. Je vous rassure, Mohamed, on arrive sur la période des vacances, vous allez pouvoir souffler. Je vais pouvoir bien parler maintenant. Alors, Anthony évoquait la démarche vertueuse de l'entreprise. Alors, vous qui êtes au cœur de l'accompagnement, cette démarche vertueuse, elle est indispensable finalement. Tout est indispensable, je dirais. On fait face en fait à une transformation naturelle qui est en train à laquelle on est en train de faire face. Il y a aussi la transformation autour de la data. On a la question de départ, c'était où on en est. On en est en fait au constat quantitatif et qualitatif. Quantitativement, aujourd'hui, on atteint des chiffres d'adoption, par exemple, sur les outils Office 365 chez Engie, qui ont atteint les 98%, ce qui nous laisse présager qu'en fait, les 2%, malheureusement, ce sont des personnes qui n'étaient pas présentes ou qui ont eu des petits soucis vu le contexte, etc. Donc, on est très, très proche du 100%. Ensuite, qualitativement, qu'est-ce qu'on souhaite faire au final plus tard. Et dès maintenant, on commence à explorer des nouveaux cas d'usage, notamment autour de la data, comment on peut fluidifier, comment on peut exploiter un peu plus de données, de sorte à affiner la relation entre le collaborateur et le rendre encore plus engageant. Et puis rendre cet usage des outils collaboratifs encore plus vertueux. Et de sorte à les former avec la plateforme dont on parle depuis tout à l'heure, la plateforme de certification, elle a été créée pour cela. Et on a simplifié le parcours de sorte à ce que ce soit le collaborateur lui-même, en toute autonomie, qu'il aille sur la plateforme, qu'il choisisse la formation qu'il souhaite, qu'il s'inscrive, qu'il reçoive directement l'invitation dans son agenda et qu'il aille le jour J se former et se faire évaluer et obtenir sa certification dans la foulée. Ça lui permet d'une part de se projeter, et puis derrière de faire le constat de tout ce qu'il a fait pendant l'année et demie qui vient de passer et de se dire mais finalement j'ai évolué. Et c'est ça notre objectif, c'est ça un petit peu notre satisfaction avec mon équipe. Et puis vous faites rêver Marie-Laure quand vous parlez de la plateforme de formation et de certification. Alors chez Galeries Lafayette, quel était l'impact finalement sur les outils de travail? Aujourd'hui, où en êtes-vous? Je dirais qu'on a 3 enjeux aujourd'hui. Le premier, comme je l'ai dit, on sort d'un 3e confinement. Nous, nos magasins ont été fermés quand même sur une longue période. Je dirais qu'il y a aussi une coupure d'activité pour une partie de nos équipes. Donc il faut aussi recréer un certain nombre de réflexes, que ce soit de communication, de formation, de faire revenir aussi nos collaborateurs sur nos outils internes, moins ceux évidemment du collaboratif, la gestion, etc., là où les pratiques sont, je dirais, quotidiennes, mais sur nos outils de formation, de communication, on y va parfois plusieurs fois par jour, parfois une fois par semaine. Donc il faut recréer ce lien. Notamment, on a un chantier qui est important pour nous, qui est celui des communautés, qui a été, je dirais, complètement mis en stand-by pendant la crise, qu'on va relancer, et notamment au niveau des magasins, puisqu'on veut lancer ces communautés pour que chacun de nos magasins, notamment dans notre réseau en province, ait sa propre communauté qui l'anime en toute autonomie pour donner, je dirais, l'information locale au plus près du collaborateur. Donc, c'est intéressant en termes, pour nous, d'usage et puis de décentralisation de la communication. Donc, c'est un chantier qu'on va relancer très rapidement. On va essayer de poursuivre toute la partie aussi, je dirais, distancielle de la formation. Donc ça, c'est le volet réappropriation de nos outils. Le deuxième enjeu qu'on a également, c'est de continuer et d'accélérer sur cette digitalisation de nos usages et de notre pratique professionnelle. Je dirais qu'on sait faire du 100% présentiel. Maintenant, on sait qu'on sait faire du 100% distanciel. Anthony l'évoquait. Maintenant, il va falloir faire de l'hybride aussi. Donc ça, c'est aussi une grosse transformation à la fois des outils, mais aussi l'ensemble de nos usages, comment j'anime une réunion en distanciel, une partie de mes équipes qui est en présentiel à distance, managérialement aussi. Il y a un certain nombre d'enjeux qu'il va falloir que l'on aborde. Alors on a un déménagement qui est prévu de notre siège. C'est aussi là encore une nouvelle opportunité pour nous d'aller encore plus loin sur les New Ways of Working.
Et pour adresser l'ensemble de ces sujets, je dirais le siège va être un peu pilote aussi pour le reste de l'entreprise. Et le dernier chantier qu'on a en termes d'expérience collaborateur, cette fois, on accélère sur les outils, on accélère sur les usages, on a de plus en plus d'applications aujourd'hui. Un des enjeux qu'on avait à traiter quand on s'est lancé dans ces aventures, c'était de réduire un peu le millefeuille applicatif qu'on avait, en tout cas visuellement pour le collaborateur. On l'a fait d'une certaine manière, d'autres applications nouvelles arrivent, donc on se retrouve aussi à gérer encore cet enjeu. Donc il va falloir aussi que, notamment notre digital workplace, qu'on appelait aussi un intranet, cette partie-là, que ce soit un outil de communication, mais aussi un outil serviciel et qui soit vraiment la porte d'entrée de tout notre écosystème digital pour nos équipes, pour que ce soit simple pour le collaborateur, transparent. Je trouve facilement l'information que je cherche, que ce soit une information en termes de communication ou le chemin d'accès vers l'ensemble du parc applicatif. Donc ça, c'est un gros enjeu qu'il va falloir qu'on traite dans les prochains mois. Anthony, cet aspect expérientiel qui est extrêmement important, on parle d'une plateforme unique pour accéder. Vous-même, vous avez beaucoup travaillé là-dessus, je crois. Oui, alors on est exactement dans cette logique-là. Avoir une seule plateforme, justement, abandonner les VPN, comme je disais tout à l'heure, pour se concentrer sur ce point d'entrée, ce bouquet de services, on va dire, numériques pour les utilisateurs. Et donc, on va dire, créer y compris certaines spécificités pour pouvoir répondre au métier à un seul endroit, en tout cas le plus possible. Et à la fois, ça a été évoqué tout à l'heure par Mohamed, mais à la fois online, enfin sur ordinateur, mais à la fois également sur mobile. Ça c'est important, être sur des logiques vraiment mobile first de plus en plus, c'est important. Mais je voudrais revenir moi sur l'aspect humain qui est important et notamment on a beaucoup parlé de formation et je pense que c'est important et nous c'est ce qu'on essaye de faire le plus possible, c'est de former aussi les managers parce qu'on l'a dit, notamment dans l'hybridation de l'animation de réunion, c'est eux qui vont être la courroie entre l'ensemble des collaborateurs et parfois la gouvernance et c'est important qu'ils soient formés sur les bonnes pratiques puisqu'on a aussi des retours d'expérience sur ces sujets-là et on s'aperçoit qu'effectivement, évidemment, on ne suit pas de façon identique pour une même réunion, on n'a pas le même fil de compréhension qu'on soit à distance ou en présentiel. Donc il faut pouvoir créer cette interactivité, on va dire, entre ceux qui sont en distanciel et ceux qui sont en présentiel, pour pas qu'on a tendance à se focaliser beaucoup plus sur le présentiel que sur le distanciel. Et donc ça, voilà, c'est des nouvelles pratiques, des bonnes pratiques à avoir. On a recréé, et ça c'est important aussi dans un projet Digital Workplace, c'est d'aller sur ce qu'on appelle le leadership partagé. Donc c'est pas un projet de la direction de la transformation, c'est pas un projet de la DSI, c'est un projet global à l'organisation. Souvent, les RH sont extrêmement impliqués dans le sujet et nous, on a créé, notre direction RH a créé, on appelle ça le Coffee Break Manager, qui à la fois se faisait avant en présentiel et qui s'est recréé en distanciel, où c'est tous les managers qui viennent et justement, soit on leur donne de l'info, soit on leur donne des bonnes pratiques, soit on leur donne aussi des chemins pour justement aider et mieux, en tout cas accompagner ce changement. Parce que ça ne peut pas être porté uniquement par une seule direction. Et on pense que c'est un des facteurs de succès pour justement se préparer à la suite, parce qu'on en parlait tout à l'heure, mais la suite, c'est quand même, on espère qu'il y a plus de monde quand même qui reviennent sur site. Donc il faut aussi gérer le physique, même si on garde effectivement un œil sur le distanciel et une pratique, bien sûr, hybride. Hybride, Mohamed, je vous ai vu réagir, ça vous fait réagir ça? Je le disais au tout début, on vit tous pratiquement la même situation et ce qui est bien, c'est qu'effectivement avec les idées qui émanent d'autres entreprises, voire d'écoles, on arrive justement à avoir aussi des idées, c'est pas que dans un seul sens. Donc effectivement, moi je reviens sur ce que disait Anthony, la typologie de population qu'on va adresser, pour nous elle est différente et puis derrière il ne va pas falloir l'adresser de la même manière. On a un collaborateur lambda. On sait que par exemple, chez Engie, on est très rattaché au métier d'assistant qui gère plusieurs tâches à la fois qui peuvent être très chronophages. Donc comment on a pu réadapter le monde digital à son environnement de travail réel. Et je peux vous le dire que quand on a un assistant ou une assistante qui travaille essentiellement sur la prise de rendez-vous, sur l'organisation d'événements, sur la gestion des agendas, la coédition de documents, de s'occuper des signatures en physique,
et qu'on n'a pas les bons outils pour pouvoir les digitaliser, là, ça devient très problématique et ça peut être, je dirais pas fatal, mais ça peut être très problématique aussi pour l'environnement de l'entreprise. Le deuxième, c'est le manager qui a plus des enjeux autour de la santé de ses projets, autour du lien qu'il doit maintenir avec ses équipes, etc. Et à ce moment-là, il va falloir plutôt s'adapter à des outils comme Microsoft Teams, qui a gagné, je crois, 500 millions d'utilisateurs dans le monde en un an. Même Microsoft ne s'y attendait pas, hein, pour tout vous dire. Donc, pour le coup, c'est aussi une perspective d'avenir, parce que Microsoft Teams est une plateforme qui évolue énormément et on voit des nouvelles fonctionnalités qui apparaissent tous les jours. Donc, ça permet aussi aux métiers de l'adoption, aux métiers de l'accompagnement au changement, de réadapter leur modèle. Et puis derrière, d'imaginer des suites autour de ses collaborateurs. Je vois avec la sortie de Microsoft Viva, l'utilisateur va pouvoir se créer son propre environnement de travail en choisissant les applications qu'il va vouloir utiliser. Et c'est là qu'on revient justement au sujet de l'humain. Parce qu'on a parlé de transformation digitale, on parle de transformation data. Cette data-là, plutôt, qui est drivée par l'humain, il va falloir à un moment donné l'exploiter et la mettre à exécution. Et c'est ce qui va nous permettre, au final, demain, peut-être d'imaginer cette nouvelle workplace qui va être une tablette dans un bureau dans laquelle on viendra juste cliquer sur 2-3 boutons et puis repartir chez soi pour travailler plus profondément sur les vrais sujets. Tout à fait. Allez, on va passer à la quatrième partie. Merci. Alors, la question, c'est la crise a-t-elle accéléré la transformation digitale de votre entreprise? La réponse, elle est positive pour vous trois. Hein, je crois que globalement, à moins que quelqu'un ait une remarque à faire. Alors oui, il y a toujours une remarque au final. Sinon, on va attaquer la cinquième et dernière partie parce que le temps passe. Mohamed, à vous. Alors je vais faire avec le timing. Donc, effectivement, la transformation s'est accélérée. Elle laisse place à de nouveaux chantiers maintenant. Oui. On ne s'y attendait pas. Donc pour le coup, on est encore plus réactif. On parlait de budget, on parlait de réorganisation. Ça tombe bien. On parlait de tout ça. Je vous laisse finir peut-être. Non mais ça tombe bien parce qu'on va l'évoquer à la question parti. suivante. Allez, dernière partie. Avant-dernière d'ailleurs, on va passer aux questions-réponses. Allez, dernière partie de notre table ronde. Alors Mohamed, on va vous laisser continuer. Les nouveaux enjeux maintenant, nouvelle stratégie, où en êtes-vous? Alors, nouvelle stratégie déjà, c'est d'exploiter tout ce qu'on a pu mettre en place parce que derrière, ça continue à vivre. Moi, je parlais essentiellement des formats quotidiens dans lesquels on invitait les collaborateurs. Évidemment, toutes ces sessions ont été enregistrées, donc ça laisse de la matière aux collaborateurs de sorte à ce qu'ils puissent simplement continuer dans cette lignée-là. Le deuxième objectif, c'est quand même d'aller explorer toutes ces nouvelles technologies. Et donc, on vient de mettre en place un chatbot, pour ceux qui sont pas à l'aise avec ce nom-là, c'est un agent conversationnel complètement digitalisé qui, lui, va devenir le compagnon du collaborateur. Et donc, il est intégré dans la plateforme. Je fais assez de publicité pour Microsoft, je l'ai compris, mais il est intégré directement dans Teams. Ça reste aujourd'hui aussi un choix technologique, mais j'adore aussi Google et toutes les autres technologies qu'il y a autour. Et donc, dans Microsoft Teams, les collaborateurs vont retrouver un compagnon digital à qui ils peuvent demander tout ce qu'ils veulent autour de leurs outils. Donc en fait, on supprime, si vous voulez, une couche qui est celle de la question bateau. Il y a plus de 10 000 interactions. C'est ce qui permet en fait de répondre à comment on peut organiser une réunion, comment on peut construire un dashboard, comment on peut faire un reporting. Et on repart instantanément avec la solution, soit en image ou en vidéo ou autre. Parce que je crois que vous avez en fait profité de tous ces travaux qui ont été mis en place pour créer une base documentaire, finalement. Alors, évidemment, il y a de la data derrière. Ah oui. Et c'est ce qui nous permet au final de présager les usages de demain. Donc, comme je l'ai dit juste avant le jingle, il y a un environnement personnel et professionnel à la fois qui est en train d'être créé au sein même de l'entreprise. Donc l'employé a ses habitudes, il a pris l'habitude, on va se le dire, de travailler en chaussettes et en chemise. Donc pour le coup, pourquoi pas aujourd'hui exploiter ce modèle-là et le mettre en exécution, faire des tests. Bien évidemment, on ne va pas réussir dès la première fois. On se dirige tout droit vers ça. Et puis l'outil de visioconférence va devenir très, très, très central, encore plus dans notre environnement de travail. Anthony, même question. Aujourd'hui, les enjeux, nouveaux enjeux?
Oui, alors on prépare de toute façon un nouveau plan stratégique pour les 3 à 4 ans à venir. Comme je le disais tout à l'heure, on a tiré les leçons un peu de ces confinements et surtout des façons dont on allait travailler dans le futur. Et on en a profité là, pendant cette période-là pour créer une Phygital Factory. Donc une Phygital Factory, c'est contrairement à une Digital Factory où on produit que du immatériel, là on a des espaces physiques qui sont connectés au digital, où on va prototyper justement des nouvelles pratiques, des nouvelles approches. Donc on a différentes zones en fait dans cette Phygital Factory. On a une zone qui est plutôt design. On va travailler le design thinking avec notamment des paperboards numériques, avec des smart projecteurs qui transforment des surfaces, n'importe quelle surface en surface tactile. Donc ça, c'est des nouvelles pratiques qu'on va d'abord tester, qu'on est en train de tester là. On a une zone qui va être plutôt chère, où là, on est passé carrément dans la réalité virtuelle. Donc on a un jumeau numérique en fait de notre Phygital Factory et on a donné notre première conférence là il y a à peu près 15 jours en réalité virtuelle ESCP. Donc c'est des nouvelles pratiques distancielles mais à la fois présentielles puisque avec notre avatar on est en présentiel également. Et puis on a aussi un mini studio qui est quasiment du self-service pour pouvoir enregistrer des micro-vidéos pour aller beaucoup plus vite en termes de production et de mise à disposition. Et tous ces espaces-là sont vraiment concomitants pour faire ce qu'on appelle la mise en œuvre de l'intelligence collective, c'est-à-dire voir un peu justement les passerelles et comment on peut, on va dire, innover de façon utile pour justement mieux accompagner ces changements. Ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, bien sûr, on se prépare à la fois au retour des collaborateurs et puis à la fois au retour des étudiants sur site. Donc, on s'organise, on regarde là où il y avait des trous en termes d'équipement, en termes d'accompagnement, et c'est là où on met en œuvre un certain nombre de recommandations et de plans d'action. Et on va du coup créer ce qu'on appelle un nouveau PMO. Donc on est en train de terminer, on avait jusque fin d'année pour terminer le premier PMO qui durait 3 ans. Là, on va repartir sur un nouveau PMO qui va intégrer justement ces nouveaux projets, comme a été évoqué précédemment par Mohamed. On a des nouveaux projets auxquels on ne s'attendait pas, effectivement, mais qui finalement vont être bénéfiques globalement pour l'organisation. Marie-Laure, Mohamed vous a fait rêver tout à l'heure avec ses certifications. Est-ce que Anthony vous fait rêver avec sa Phygital Factory ? Je pense qu'il y a aussi des idées à aller vous piocher. retrouviez tous les trois là. Alors oui, aujourd'hui, nouveaux enjeux pour vous. Nouveaux enjeux, j'en ai évoqué certains, mais c'est vrai qu'on a un gros enjeu d'accompagnement. Comme je l'ai dit, la crise a représenté une opportunité, ça nous a fait accélérer, on a gagné peut-être 5 ans, 10 ans, je ne sais pas trop le quantifier, mais ça a aussi démultiplié les usages, donc c'est autant de nouveaux sujets à aller accompagner, avec aussi les enjeux managériaux, on l'a évoqué, mais si je devais focaliser sur 2 thématiques. La première, c'est aujourd'hui, je dirais le bureau nomade. Ça va être un gros enjeu pour nous. On passe d'une culture chez nous qui était assez présentielle, du fait de notre métier aussi de retailer. On est aussi à côté du magasin à un usage beaucoup plus mobile, beaucoup plus nomade, et que ce soit pour les équipes sièges, mais aussi pour les équipes magasins. Je l'ai dit, demain, aujourd'hui, nos vendeurs sont déjà équipés. Donc nous, on a cet enjeu-là d'accompagner ces transformations, et notamment sur notre Digital Workplace. La suite bureautique, elle est déjà accessible sur mobile. Sur la partie Digital Workplace, on veut accélérer. Elle est accessible sur mobile également, mais on travaille sur un gros projet d'application mobile qui sera accessible aussi sur Google Store, sur Play Store, qui sera beaucoup plus, je dirais, intégré aux usages personnels des collaborateurs. Il faut aussi que ce soit aujourd'hui, on l'a dit, les usages professionnels se calquent sur les usages personnels. Donc nous aussi, on veut continuer à faire évoluer nos outils pour qu'ils soient beaucoup plus intuitifs pour nos collaborateurs. Je pense que c'est une vraie clé de succès, et c'est notamment ce qui nous aidera, je pense, à aller et à lancer enfin ces communautés d'intérêt ou métiers, qui est un chantier qu'on veut adresser prochainement. Donc ça, c'est la brique, je dirais, digitale, et l'autre brique, elle est humaine et elle est in real life.
Je vous l'ai dit quand on préparait cette interview, mais pour moi, plus il y a digital, plus il faut aussi d'humain. Donc c'est vrai qu'on a aussi hâte de reprendre un petit peu de présentiel et d'aller au contact des équipes. On va digitaliser tout ce qu'on peut digitaliser, ça nous fait gagner du temps et ce temps, le but c'est aussi de le réinvestir dans des moments aussi de convivialité, créer aussi l'enthousiasme. C'est notre métier aussi de retailer qui veut ça, de grands magasins. Donc on va aussi recréer l'enthousiasme autour de nos outils digitaux. Travailler l'engagement, faire du gaming, des concours internes et recréer le dialogue aussi avec nos collaborateurs. C'est ce que permet le digital. Donc on va créer ce dialogue entre le virtuel et le réel. Donc ça c'est un enjeu qu'on va dresser dès la reprise de septembre et puis sur les années qui viennent. Formidable. Alors, juste avant de passer au jeu des questions-réponses, peut-être en forme de conclusion, je vais tirer de votre expérience, c'est la conclusion qui me semble essentielle, c'est que, et je vais m'adresser à vous deux messieurs également, l'élément capital, ça reste l'humain, quoi qu'il arrive. Dans tous les cas, moi j'ai une phrase que je dis tout le temps et que je ne cesse en fait de répéter, c'est de l'humain pour l'humain. Et ça explique tout au final. On est dans une ère où on a besoin aujourd'hui de l'humain pour imaginer notre futur monde, qu'il soit digital ou réel. Je fais référence à cela. On va passer sur une ère où il va y avoir une forte accélération également sur l'aspect écologique. Il ne faut pas l'oublier. Le digital pollue aujourd'hui. Donc comment on va pouvoir remettre l'humain au centre de ses activités tout en respectant les chartes au niveau des politiques autour de l'écologie digitale, autour de l'infobésité, on en parlait tout à l'heure, etc. Donc voilà, on va dire que l'humain aujourd'hui est drivé en fait par toutes ces nouveautés qui sont arrivées assez rapidement, et puis demain décidera lui-même de l'environnement dans lequel il pourra évoluer. Tout à fait. Anthony, en conclusion également Oui, alors il y avait un célèbre entrepreneur qui s'appelle Vinay Nayar qui avait une maxime qui était Employees first, Customers second. Et effectivement, je pense que ça résume bien l'histoire autour de l'humain, c'est-à-dire qu'il faut être proche de ses collaborateurs, il faut être proche, on peut dire, des salariés pour l'accompagnement et ensuite, j'allais dire, à eux aussi de se saisir, de prendre leur part dans cette transformation, dans cette accélération, d'y voir tous les bénéfices en fait, que ça peut apporter. Et tous les bénéfices d'une digital workplace, ce n'est pas uniquement simplifier les process, bien sûr c'est important, simplifier les accès, mais c'est aussi quelle est la valeur qu'on va créer derrière, donc tirer parti des données, on en a parlé, le data-driven, mais aussi on a la chance, nous, d'être en Europe, donc d'être dans une logique data-driven éthique, contrairement à d'autres. Donc ça, effectivement, c'est extrêmement important. Et un autre point qui est important, nous aussi, on a une logique, en tout cas une approche développement durable très inclusive dans notre plan de transformation et dans notre stratégie ESCP en général. C'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas négligé dans cette transformation, puisque nous, avec nos 6 campus en Europe, on a vraiment économisé sur le fait de se déplacer. Donc le bilan carbone est très positif chez nous, puisque avant, même des professeurs se déplaçaient, puisqu'on a un modèle multicampus où les étudiants se déplacent d'un campus à un autre pour justement être dans le multiculturel. Là, forcément, les étudiants étaient beaucoup plus en distanciel. Certains, quand c'était possible, se sont déplacés, mais surtout, les professeurs étaient aussi en distanciel. Donc on a toute cette logique. Encore une fois, on parlait tout à l'heure de cercle vertueux. Je pense que de toute situation, il faut tirer des avantages. Et effectivement, la Covid, avec toutes ses conséquences néfastes au départ, finalement, on va ressortir, moi je pense, par le haut. Et le digital va être un des leviers qui va pouvoir nous aider justement à ressortir vers le haut. Très belle conclusion. Merci. Vous êtes d'accord tous les trois ? Bon. Absolument. Alors, on va passer à la phase de questions-réponses. Allez, jingle.
Alors, phase de questions-réponses, et vous noterez que les questions n'apparaissent pas à l'écran. Donc je pense qu'on va régler ça très vite. Allez, un premier point, je sais qu'il y a une question qui a émergé, je l'ai vu passer tout à l'heure. Je crois que c'est Anthony, vous aviez également soulevé la question. Le choix du fournisseur, le choix du partenaire, c'est quelque chose d'essentiel dans vos projets, mais pour vous deux également, j'imagine. Anthony ? C'est vrai que le choix de l'intégrateur au niveau de la Digital Workplace, c'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que on est là sur un projet également métier, c'est-à-dire qu'il y a besoin d'une bonne connaissance en fait, de l'écosystème. Et il y a besoin d'une bonne connaissance du métier du client, en l'occurrence nous, que ce soit, nous on est dans l'enseignement, donc on a des particularités sur cette Digital Workplace qui sont liées à l'enseignement, comme le retail va avoir des particularités liées au retail, et c'est important que l'intégrateur, pour une bonne intégration justement, un bon assemblage en fait de bouquets de services numériques et cette compréhension des process. Puisque l'idée, c'est quand même également de simplifier, comme je le disais tout à l'heure, les accès, donc de ne pas complexifier par rapport à une situation de départ, à une situation cible. Donc ça, c'est un des points importants, avoir un intégrateur qui a de l'expérience, qui a de la disponibilité également. Parce qu'il ne faut jamais sous-estimer le travail que ça peut occasionner. Souvent, on voit le haut de l'iceberg, mais comme je disais aussi, il y a énormément d'investissements personnels, des collaborateurs et notamment de l'intégrateur en soi. Donc ça, c'est vrai que c'est un choix qui se fait selon différents critères. Et ces critères, elles peuvent être à la fois sur la qualitatif, effectivement, mais sur du quantitatif aussi. Combien de projets de ce type il a pu gérer dans le passé et quelles sont les embûches en fait, qu'il a pu rencontrer, ce qui nous permet également, nous, d'anticiper, de mieux gérer avec ces retours d'expérience multiples, pas avoir uniquement le retour d'expérience intra-entreprise, mais aussi vu de l'extérieur. Le choix des intégrateurs et des partenaires et des solutions. Vous êtes sur du multi-solution, alors qu'au Galeries Lafayette, vous avez plutôt choisi des solutions plus précises. Mohamed. Sur les intégrateurs, on est plutôt d'accord, oui, effectivement. Alors moi, j'aimerais aussi parler de certains éditeurs qui clairement sont en haut de l'affiche aujourd'hui, notamment des licornes françaises dont on est fier, comme Klaxoon, Aster, etc. C'est des éditeurs qui sont venus se positionner sur des nouveaux métiers. Donc, Klaxoon adresse le sujet de la réunion. Qu'est-ce qu'on fait en télétravail aujourd'hui ? On passe notre temps à être en réunion. Donc pour le coup, on a aujourd'hui des outils qui s'adaptent complètement à notre nouveau mode et avec un bon mix avec les intégrateurs, ça nous permet en fait d'aller couvrir encore plus de chaînes de valeur et donc d'adresser encore un peu plus des nouveaux métiers qui aujourd'hui font face et qui vont encore faire face parce que tout cela, ça va créer encore des nouveaux métiers. Donc wait and see. Oui. Alors nous, pour le choix de l'éditeur, on cherchait une Digital Workplace très agile et très portée sur l'innovation. On a eu une plateforme à une époque qui a vieilli, qu'on n'a pas su adapter peut-être à l'évolution des pratiques. Là, on voulait quelque chose qui soit très itératif, qui nous tire aussi par le haut en nous proposant des nouvelles solutions à ces nouveaux usages. Donc c'était un point très très important pour nous. Je ne saurais pas dire quels seront les enjeux des New Ways of Working dans 3 ans. Donc l'idée, c'est d'avoir un outil qui va vivre avec nous, qui va nous accompagner sur les nouveaux enjeux, que ce soit en termes d'expérience collaborateur ou dans nouveaux enjeux métiers peut-être demain. Tout à fait. Donc attention au choix des solutions comme des partenaires. Je crois que c'est ça qui est important. Alors une question, je vais rester anonyme sur les questions, je ne vais pas dire qui nous l'envoie. Par contre, là, alors c'est un roman, vous m'excuserez. Est-ce qu'on peut confirmer que ce nouveau mode de travail, le Digital Workplace, une fois évalué objectivement, a apporté des avantages et des opportunités sur le plan productivité, optimisation des flux et des processus, organisation et peut-être la relation avec les partenaires clients et fournisseurs? Dans ce cas et après l'étape Covid, pourquoi ne pas continuer à adopter ce nouveau mode de travail? J'en appelle à vous qui nous regardez et nous écoutez des questions plus courtes, s'il vous plaît. Alors, qui veut répondre à cette question? Alors, si je peux me permettre, j'ai déjà répondu peut-être à la partie déjà, puisqu'on a déjà une bonne... On est d'accord. Et puis, pourquoi pas continuer? C'est toute la difficulté qu'on est en train de vivre, il faut le dire. Nous, aujourd'hui, notre objectif principal, ça va être de maintenir
ce modèle-là hybride, de sorte à construire encore, et non pas seulement une digital workplace, mais plutôt une workplace qui convient à tous les collaborateurs. Et c'est en partant justement de ces usages, en le mettant en centre de ces activités, d'aller explorer ces pain points, comme on dit dans un design thinking. Peut-être juste en complément sur le sujet de l'évaluation, finalement nous en sortie de confinement, on a voulu demander aux collaborateurs comment s'était passé pour eux cette période et notamment au niveau des équipes qui étaient en télétravail. C'était important de faire un suivi, donc on a lancé aussi des études, une étude qualitative de satisfaction pour mesurer un peu l'impact sur le bien-être, comment ces nouvelles pratiques ont été perçues par les collaborateurs en eux-mêmes. Est-ce que ça a levé des irritants? Est-ce que ça en a créé d'autres? Est-ce qu'il y a eu des sentiments d'insécurité? On a aussi profité pour comprendre aussi l'impact de la crise en elle-même sur les collaborateurs. Mais c'est vrai qu'effectivement, il y a un certain nombre de KPI, je dirais, dans le dur qu'il faut tracer. Mais le premier aussi indicateur clé, on le disait tout à l'heure, l'humain avant tout, c'est le collaborateur aussi qui nous fait ce retour. Et donc, ça va être important de continuer à suivre et à interroger notre collectif de travail sur la perception de ces nouvelles pratiques qui apportent beaucoup d'innovation, qui fluidifient le travail, qui nous font gagner du temps, mais qui peuvent aussi être parfois moins bien vécus ou perçus parce que certains peuvent être plus éloignés encore du digital ou il peut y avoir une accélération aussi très rapide, peut-être trop parfois. Donc ça, c'est important de garder le lien aussi avec le terrain, les équipes. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ben non, on a eu plutôt un bon retour. On l'a dit tout à l'heure, on a été dans les mêmes cas. Il a fallu équiper aussi un certain nombre de collaborateurs un peu dans l'urgence au moment des premiers confinements. On avait encore des personnes qui avaient des postes fixes. Tout le monde n'était pas agile digitalement. Et finalement, on a eu des très bons retours. Les gens se sont très vite embarqués sur ces sujets. Mais c'est vrai que ça nous a permis quand même de voir qu'on a encore des chantiers à accompagner. Et je le disais tout à l'heure, le télétravail hybride, c'est vraiment le chantier de demain. Bon, sans quoi, malgré tout, on ne constate pas de retour en arrière. Je veux dire, personne ne veut revenir à la situation antérieure. Sauf cas d'espèce, j'imagine qu'il y en a, évidemment. Alors, forcément, si on parle aujourd'hui des conventions qui sont signées, etc., je pense qu'elles n'ont pas trop évolué entre-temps. C'est le sujet du moment. Donc il va falloir, on a pris par contre beaucoup de retard sur cette partie-là. Et par contre, l'humain, lui, il est sur la bonne voie. Donc on espère bien. D'accord. Question suivante. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous faites face dans la mise en place opérationnelle de la vision que vous portez? Les principales difficultés. Anthony. Moi, j'en vois deux principales, une usuelle et une contextuelle. Celle usuelle, c'est vraiment la partie legacy. Je l'ai souvent cité dans notre table ronde. Le legacy, il est là, il est quand même important. Surtout sur des structures type enseignement supérieur qui ont mis du temps à bouger. Et donc, effectivement, on a une vision qui se veut agile et qui se veut accéléré. Donc il y a quand même un paradoxe parce que dans la réalité, il y a aussi la sécurité à assurer, ça a été évoqué tout à l'heure, et la sécurité à la fois dans les projets et à la fois dans la production. Donc ça, c'est le cas usuel. Et puis il y a le cas contextuel. Le cas contextuel, c'est qu'on ne gère pas les opérations de la même façon quand on est sur site que quand on est à distance. Et ça fait aussi le lien d'ailleurs avec la question d'avant, qui est de dire le mode de collaboration avec le fournisseur, en fait, il a changé. C'est-à-dire que nous, je donne un exemple, pour déployer notre Digital Workplace en mode agile, on avait créé une salle OBEA, ça veut dire salle des opérations en japonais, et en fait, c'est une salle de management visuel dans laquelle on mettait à la fois les développeurs, les gestionnaires de projets, les utilisateurs, et puis on passait en mode agile, en daily meeting, etc. Quand on est passé du jour au lendemain en distanciel, ça a été extrêmement compliqué et on pourrait dire collectivement, on n'a pas réussi à reproduire l'efficacité de l'agilité qu'on avait sur site en online. Pour plein de raisons, parce que l'agilité, il y a aussi une dose notamment d'informel.
que ce soit d'ailleurs sur du non-verbal ou du verbal, on a des doses d'informel qu'on n'a pas forcément en visio, parce qu'en visio c'est très timé, on se connecte à un moment donné souvent, et c'est difficile de s'échanger des informations qui parfois peuvent décoincer en fait certains sujets entre deux portes, ou en tout cas dans la salle que nous on avait créée à cet effet. Donc voilà, donc, à la fois contextuel, donc là lié au Covid, et c'est pour ça, si on revient, on va dire, un peu plus en présentiel, je pense que ça, pour le coup, on va revenir sur des sujets comme ça. Et puis effectivement, les relations fournisseurs sont à surveiller, on va dire, entre le fournisseur qui est capable vraiment de passer en distanciel. Donc là, on va plutôt parler de relations de confiance à terme. Principale difficulté ? Alors, je ne sais pas si c'est une difficulté, en tout cas c'est un enjeu aussi pour nous. Je crois que c'est Anthony qui l'évoquait tout à l'heure, il parlait de leadership partagé ou transverse. C'est vrai que nous, on a un sujet de continuer à travailler sur une vision commune avec les équipes de l'informatique aussi, de la DSI, qui continuent à digitaliser un certain nombre de process, ça va sur, notamment de support, helpdesk, et donc de mettre plus encore en commun nos énergies et nos nouveaux projets pour donner cette vision commune, et je le disais, centraliser bien l'ensemble de l'expérience client, client au sens collaborateur, vous l'aurez compris. C'est vrai qu'il y a une accélération assez forte de ces enjeux, et puis parfois du coup on peut avoir les outils passent plus vite que les collaborateurs n'ont le temps de les intégrer. Par exemple la G Suite, elle vient d'être complètement transformée. Entre nos nouveaux projets à nous et puis les nouveaux projets des éditeurs, les montées de version se multiplient, donc comment ensemble les accompagner, comment être au courant, sachant que les projets se multiplient, le temps est pas extensible à l'infini. Donc je pense qu'on a vraiment un travail à faire pour centraliser nos roadmaps avec des enjeux qui ne sont pas tout à fait les mêmes, mais qui concourent, je dirais, à cet enjeu global d'expérience collaborateur. Mohamed ? Alors, des difficultés, il y en a, il y en aura toujours. Donc il faut faire avec et surtout les optimiser de sorte à s'en servir de tremplin. Mais pour moi, la grosse difficulté, en tout cas, qui s'est encore une fois dessinée pendant cette période-là, c'est de comment aujourd'hui onboarder le métier en lui-même comme étant responsable de ces projets digitaux. Et c'est tout, en fait, toute la route qu'il y a à construire en collaboration. Donc on se dirige vers une DSI qui va rester centrale, évidemment, en termes de choix technologiques, de sécurité, etc. Parce que il ne faut pas se le cacher, on va faire plus ou pareil, avec les mêmes moyens, voire moins. Donc pour le coup, l'idée, c'est vraiment de décentraliser un petit peu cette DSI de sorte à ce qu'elle soit plus cloisonnée et qu'elle puisse au contraire agir que sur les tâches essentielles et que ça soit le métier en lui-même qui se serve du digital comme étant un levier pour réinventer ses activités. Et c'est, encore une fois, du changement, de l'amélioration de confiance, de la relation de proximité et puis surtout un support continuel qui ne s'arrête pas, de sorte à justement faire monter en compétence le métier. Ben écoutez, je pense que ça nous servira de conclusion. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Il y a encore plein de questions qui sont arrivées. On aurait bien aimé pouvoir y répondre, mais vous comprenez que le temps imparti est quand même relativement réduit. Merci en tous les cas. Je vous avais promis une table ronde exceptionnelle avec des témoins exceptionnels qui allaient nous faire part de leur retour d'expérience. La promesse a été tenue, hein, donc je pense qu'il est temps de vous rappeler que le salon Digital Workplace, qui sera en 100% présentiel. Hein. Je pense que ça, il faut le rappeler. Enfin, on va pouvoir être ensemble et se voir en respectant les règles de sécurité, etc., de distanciation et autres, hein, bien évidemment. Mais le salon donc, Digital Workplace se tiendra du 7 au 9 septembre à Paris Expo, porte de Versailles. Merci à vous de nous avoir regardés et écoutés. Merci surtout à vous trois d'avoir partagé vos retours d'expérience. J'ai beaucoup appris et je pense que les personnes qui vous ont écouté ont aussi beaucoup appris et on notera donc la certification et le Figital, la Figital Factory. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter quelque chose qui vient de vous, de votre expérience au sein des Galeries Lafayette? Alors, vous me prenez au dépourvu oui, pour la fait exprès. Nous, ma plus grande fierté, c'est de donner accès au digital à tous les métiers et notamment au métier du magasin. Ça, c'est vraiment notre touche en plus, donc on va continuer à développer. Les métiers du magasin, vous retiendrez ça, messieurs. Allez, merci à vous. Aux Galeries Lafayette.
Et en Galerie Lafayette, comme on a noté aussi que votre école fait des formations en japonais. Bon, alors par contre, NJ, vous faites tellement de choses qu'on ne sait plus où aller. C'est assez large, en effet, mais ça crée aussi des synergies. Mais l'engagement sur la partie environnementale est aussi quelque chose d'essentiel. Hein. Vous l'avez rappelé très bien et je vous en remercie. Merci à vous. Au revoir.